Terminator Renaissance de McG. Surprise, moi je dirais. Je dirais surprise. On sort du 3 et on est vraiment dégoûté. On sait clairement le terme qu'il faut. Et là, on reprend une petite lueur d'espoir. C'est ça, voilà. C'est joliment dit. Parce que donc, le 3, le 4 en tout cas, se passe de l'autre côté. Pour la première fois, on bouffe de l'apocalypse, du début à la fin. Voilà. Du futurisme vraiment, avec les villes complètement détruites, avec cette ambiance post-apocalyptique. C'est ça. Et donc on va... Alors attends, comment résumer ça subtilement? Donc John Connor n'est pas le chef de la résistance, il est un sous-lieutenant, parce qu'il n'a pas encore été annoncé comme prophète, même s'il y a certaines personnes qui suivent ses conseils, comme le Messie, mais il n'a pas encore été annoncé comme prophète. Donc on va le suivre en train d'essayer d'imposer sa place en tant que chef de la résistance. Et en parallèle, on va donc suivre Marcus, qui semble être un humain, qui essaye simplement de retrouver la civilisation et de trouver un moyen de retrouver comment ça se fait qu'il est encore aujourd'hui présent, parce qu'il ne le sait pas. Et donc voilà, on va le suivre. Et donc spoil, c'est en tout cas la base et l'initiation de ce que Skynet aura été par la suite. Enfin, en tout cas, c'est lui qui était, on va dire, à la base de tout l'ensemble de création de Terminator, etc. Voilà. C'est... en sachant qu'il y a quand même une part de l'histoire qui est sur Kyle Reese. C'est ça. Qui est un jeune, jeune adolescent. Qui s'occupe de la branche de Los Angeles, de la résistance. La branche californienne, je crois, c'est ça. Mais voilà. C'est ça, qui est vraiment très jeune pour le coup. C'est ça, qui a 16 ans, enfin voilà, il est vraiment très jeune. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que c'est la première fois où il y a 3 narrations différentes dans un film, donc ce qui est plutôt intéressant en soi. Donc voilà, on l'a dit, ce qui était intéressant pour le film, c'était donc de passer de l'autre côté, de se dire on va enfin voir l'apocalypse du début à la fin non-stop dans un Terminator, ce qui en soi est intéressant. Après, encore une fois, il faut l'avouer, c'est générique. C'est du blockbuster assez classique. C'est du post-apo, ça va rien apporter. Ça pompe du côté de Mad Max, ça pompe du côté de... Ça reprend les bases de Terminator. En fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'a pas la sensation que c'est un futur post-apocalyptique comme l'avait imaginé Cameron dans ses premiers. Voilà. C'est un futur post-apocalyptique, pas de problème, sur le papier c'est très bien. Mais il manque cet aspect vraiment dégueulasse de l'ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas ces crânes qui jalonnent. Voilà, il n'y a pas d'omniprésence non plus des robots. Enfin, dans le 1, les humains ne peuvent pas se balader les jours. Et là, dans le 4, il se balade tout le temps quasiment. La scène où Marcus découvre, enfin, on ne comprend pas pourquoi il est toujours en vie. Clairement, il se balade dans la ville pendant 5 minutes, tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de résistant, il n'y a pas de crâne. Voilà, il manque quelque chose quand même. Il manque ce côté mort qui englobe tout cet univers. Il manque clairement cette idée que voilà, la mort a ravagé l'humanité. La mort est partout, et à chaque coin de rue. Et là, on a juste la sensation que les gens ont déserté la Terre. Voilà. C'est pas la mort qui fait partie de l'univers, c'est littéralement les gens qui sont sortis de ce monde et qui en font toute partie. C'est pour ça que je dis que c'est générique. C'est que si ça avait été dans l'idée de Cameron un truc craspec, ça aurait été interdit au moins de 12 ans et il y aurait eu des cadavres, mais quasiment tout le long du film sur toutes les rues. C'est limite, il n'y aurait pas eu une route sans qu'il y ait des cadavres partout. Voilà. Et voilà. Et là non, c'est vraiment, il manque quelque chose, il manque cette ambiance. Cette ambiance vraiment dégueulasse, qu'on aurait aimé voir. Mais voilà, je pense que c'est ce qui pose réellement problème on va dire dans les blockbusters de cette trempe-là, c'est que c'est constamment, ça peut pas aller de l'avant en se disant ok, on va faire un film post-apocalyptique, faut qu'on invente un univers. Ça se dit constamment, non, on peut pas inventer un univers. Il y a déjà plein de films qui sont passés avant, il y a le premier Terminator, on peut pas se permettre de faire n'importe quoi, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va accepter ça et on va revenir à la base. C'est un simple film de post-apocalyptique, donc un petit peu mieux que le 3, quand même. C'est ça. Mais il manque quelque chose, c'est rattrapé énormément par le casting. C'est ça, oui. Et puis après, moi ce que je trouve au niveau de l'écriture, pour rester un petit peu dessus, en tout cas au niveau du scénario qui est donc signé par, je chope les noms, John Brancato, Michael Ferris, Jonathan Nolan et John D. Brancato. Pardon, je ne savais pas. Jonathan Nolan, désolé. Donc surprenant que ça soit pas bon scénario alors. Non, ce qui est vraiment dérangeant en tout cas dans l'écriture du scénario, c'est que le personnage de Marcus Wright, donc joué par Sam Worthington, est pas poussé dans son extrémité émotionnelle. Dans le sens où c'est supposé être un personnage dans l'idée
du Robocop, des Robocop, c'est-à-dire c'est une machine, mais qui n'est pas consciente qu'elle est une machine, Voilà. qui est persuadée d'être un humain. Ça aurait pu être poussé tellement plus loin, ça aurait pu être encore plus vicieux. Pour donner un ordre d'idée, la scène où il découvre que c'est un robot, que c'est une machine, et qu'il voit littéralement son corps complètement déchiré avec des côtes en métal, enfin voilà, le visage marqué de métal, enfin, il hurle, mais nous on n'a pas les frissons qui devraient grimper à ce moment-là. On n'a pas cette idée de wow, putain merde, je pensais pas que c'était une machine, merde. On se dit pas ça. Ouais, Mais on aurait aimé voir ça. Vraiment, On aurait aimé voir ça parce que c'est le centre nerveux de tout le film. Le film s'ouvre sur sa mort, s'ouvre sur voilà, sur sa condamnation à mort. ouais, sur sa déshumanisation entre voilà. guillemets. Et le fait qu'il va renaître, ça va le permettre de se réhumaniser alors qu'il va être une machine. Ça aurait pu être ultra profond quand même quand il réfléchit. Un mec. Même la scène d'ouverture, enfin le début où il se réveille alors qu'il est censé être mort depuis longtemps, nous on est là. Ben qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'est On pas aurait pu comme lui découvrir, sauf que il se lève et il sort directement. Il sort de la boue en plus, et il sort de nulle part et on le reconnaît à peine au début. Il sort de la boue, il part directement, il chope des fringues, il va directement dans le désert. Il n'y a pas vraiment cette espèce de découverte de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là et pourquoi je suis debout, quoi. Il n'y a pas assez de ressenti émotionnel en fait. Voilà. C'est ça clairement qui manque au film. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de base, il y a l'envie, mais il manque cette création, on va dire, iconique d'un homme qui va comprendre qu'il est une machine, qui va accepter ça et qui va s'en servir pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ça. Parce que quand même, littéralement, à la fin, il donne son cœur à John Connor. Enfin, si c'est pas ultra symbolique, ça quand même, littéralement une machine qui se sacrifie en donnant ce qui fait son essence même d'humain pour sauver l'humanité, quoi. C'est ultra profond. Mais après, voilà, un autre point qui me dérange beaucoup dans l'écriture, c'est que c'est beaucoup de fanservice quand même. Dans le sens où, ok, on est de l'autre côté de l'apocalypse, on peut pas faire des clins d'œil au premier Terminator, mais on essaye quand même de faire des références. C'est-à-dire, par exemple, un truc tout bête, mais un truc qui me gêne, c'est le moment où il y a le fameux T-800 qui déchire l'œil de John Connor. C'est uniquement pour expliquer pourquoi il a une cicatrice dans les deux premiers. Ce qui est vraiment de l'anecdotique et qui n'aurait pas de nécessité de présence comme ça. Le film n'apporte toujours rien à cette ambiance qui pourtant pourrait être beaucoup plus développée. C'est ça, voilà. Après, au niveau de la mise en scène, donc McG, qui est surtout connu avant, en tout cas Terminator, pour avoir réalisé l'adaptation cinématographique des Charlie's Angels. Super. Donc voilà, mais moi je trouve la mise en scène plutôt intéressante dans le sens où, ok, McG c'est pas James Cameron, il n'est pas capable de te révolutionner le cinéma moderne et de te créer des mythologies aussi impressionnantes que James Cameron, mais il arrive quand même à faire des plans qui sont plutôt bien foutus et à faire 2-3 scènes d'action qui sont assez intéressantes dans le sens où il y a des très bons plans séquences dans Terminator Renaissance, notamment un plan séquence où John Connor va grimper dans un hélicoptère, va décoller pour essayer de se barrer, puis va se cracher, et là, ça décroche pas du tout, c'est le même plan quasiment. La fin de la scène d'intro. C'est ça, c'est vraiment bien foutu de ce point de vue-là. Il y a un autre plan aussi où on voit Marcus et la jeune résistante qui l'aide à s'échapper se balader entre 2-3 coups de feu. C'est plutôt bien foutu aussi parce que c'est pareil, on est en plan séquence, c'est des idées de McG, c'est-à-dire que dans le film il faut laisser le mouvement continuer pour faire ressortir l'émotion. Ce que je trouve plutôt bien construit. Après, voilà, je leur dis, ce qui me dérange, c'est vraiment sa construction du futur post-apocalyptique, qui est beaucoup trop générique, même beaucoup si trop classique. L'image n'est pas forcément mauvaise, c'est ça, voilà. Elle reste quand même beaucoup trop soft en fin de compte. Et puis putain, les gars, arrêtez de désaturer l'image, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça apporte rien du tout de désaturer l'image. C'est pas parce que vous voulez la jouer à la Nolan et vous dire je vais désaturer l'image, je vais donner des tons sépia parce que c'est cinématographique. C'est beau, le sépia. C'est cinématographique, c'est noir, c'est glauque. Faites péter les couleurs. George Miller l'a bien compris avec Mad Max. Faites péter les couleurs, voilà. Bordel de merde. Mettez de la couleur. C'est vrai que le catch, je l'avais vu il y a très longtemps et je l'ai revu il y a très peu de temps. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon écran qui déconne, il est gris. Mon écran est gris. C'est ça, mon écran est gris, j'ai un souci. Et je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, faut qu'ils bavent. Ils auraient dû balancer, c'est exactement ça. Ils auraient dû baver de la couleur. Au final, les espèces de robots qui sont présents dans les villes sont pas présents. Ouais, c'est ça. Ils ressortent pas. Alors qu'il y aurait eu de la couleur, bah ça aurait été vraiment glauque. Enfin, ses yeux rouges, ils auraient été pétants, ils auraient foutu les jetons. Et puis voilà, pour en parler vaguement, cette séquence un petit peu iconique entre guillemets où ils ont décidé de foutre un Terminator, un T-800 avec un Schwarzy en numérique. Pareil, ça pour moi c'est encore du fanservice, c'est-à-dire c'est drôle, c'est fun, mais ça fait plus rire et sourire que peur. Voilà. C'est-à-dire on aurait vu un autre visage, on aurait vu un visage plus noir avec un vrai acteur,
Et je sais pas, c'est tout con, mais mettez Dwayne Johnson, quoi, on s'en branle. Enfin, mettez un mec qui est aussi baraque que Schwarzenegger. C'est ça. Mais voilà, on s'en branle. Je suis sûr que même Dwayne Johnson, sans déconner, tout le monde aurait fait oh, et tout le monde aurait été impressionné. Voilà, ils auraient pas eu. Non, là, ils ont juste voulu mettre du Schwarzy pour mettre du Schwarzy. C'est ça, voilà. Et parce qu'ils pouvaient pas l'avoir parce qu'il était gouverneur à l'époque, voilà. c'est tout. Voilà. Au niveau du casting, bah, tu l'as dit, c'était le point qui t'a tiré le plus dans le film. Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard, on a plein de très bons acteurs, je trouve. Voilà, Christian Bale, vraiment un acteur que j'adore, qui a eu des très très bons rôles. Entre autres, c'est Batman, mais pas que. Et Bryce Dallas Howard, qu'on a vu il y a très peu de temps dans Jurassic World. C'est ça. Qui, je trouve vraiment qu'elle interprète bien son rôle dans Terminator. Ouais, c'est vrai, c'est le rôle de la femme. Les acteurs sont vraiment pas mauvais, enfin, ils sont beaucoup mieux dans le 3, clairement. Ils sont beaucoup mieux dirigés que dans le 3. Il y a beaucoup plus d'attaches, enfin, quand on retrouve Christian Bale face aux dirigeants, ouais, Michael Hanna, et on a envie de lui dire mais vas-y, bordel, t'es John Connor, t'es le chef de la résistance, va buter du robot. On a plus envie de le suivre. Ouais, c'est ça. On sent qu'il lui manque quelque chose, qu'il a envie d'y arriver. Ouais, Christian Bale l'interprète très bien, cette envie d'assumer son rôle complètement. On retrouve un petit peu, même si c'est quand même moins évident et moins intéressant que dans le 2, on retrouve ce personnage qui a envie. Qui assume cette passion entre guillemets pour la résistance et qui dit ok, je suis le sauveur de l'humanité, j'y vais. C'est bien d'avoir justement zappé ce côté faut qu'on abandonne le 3 où le personnage est insipide et veut pas du futur. Là c'est bon, on embrasse complètement et là le mec l'assume à fond. Voilà, il n'y a aucun moment où il remet en cause ça. Et ce qui est plutôt intéressant, on va dire, dans l'interprétation de Christian Bale, c'est les séquences où il est face à Marcus et où il lui dit c'est toi qui as voulu assassiner ma mère, c'est toi qui as voulu m'assassiner en 92, où il dégage toute cette haine qu'il peut enfin dire à un Terminator, ce qui est assez symbolique, même si la séquence en elle-même elle n'est pas forcément très bien foutue, elle n'est pas forcément très intelligente, il y a l'idée en tout cas derrière et le jeu de Christian Bale renforce ça. Moi je tiens juste à préciser un petit second rôle que j'aime beaucoup, le choix de Michael Ironside dans le chef entre guillemets de la résistance dans le sous-marin. C'est un caméo assez rigolo parce que c'était une figure emblématique de méchant dans les années 90, notamment dans Total Recall ou dans d'autres films de cette trempe-là. Et voilà, c'était assez intéressant et assez anecdotique, mais plutôt fin de la part de McJ de se dire ok, je vais placer Michael Ironside quand même dans un rôle peut-être secondaire, mais voilà, c'était assez intéressant. Sam Worthington est surprenant dans le rôle de Marcus. C'était un mec à l'époque, on le connaissait pour... pas encore pour Avatar. C'est après qu'est arrivé Avatar. C'est après qu'est arrivé Avatar. Mais on le connaissait pour 2-3 secondes. Personnellement, j'ai un petit peu mal avec cet acteur-là. Ouais. Je trouve que il fait vraiment... Il passe dans tous les films, il pourrait passer dans n'importe quel film d'action bourrin, et voilà, contrairement à Schwarzy qui voilà, c'est ça, c'est contrairement à Schwarzy qui lui allait parfaitement dans un rôle, lui est beaucoup plus lisse. Il rentre dans trop de cases, ça perd un petit peu de son intérêt d'espèce de robot unique qui va jouer un rôle important. Je trouve que de son interprétation et même de l'acteur en général, il se dégage pas grand-chose. Il manque quelque chose, voilà, il manque de l'émotion, du coup, même si Schwarzy on dégageait pas du tout dans le 1, le 2 apportait de l'émotion, alors que là, on devrait avoir de l'émotion, le fait que voilà, ce soit un robot mais qui se pense humain. Voilà. Du coup, tout de suite, on devrait avoir plus de sentiments, et Sam Worthington loupe complètement le coche à ce niveau-là, enfin, du moins pour ma part, voilà. On l'entend crier 2-3 fois dans le film, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Le moment le plus intéressant, c'est la scène d'ouverture où il sait qu'il va mourir, où là, par contre, du coup, on sent un peu plus. C'est le seul moment qui est vraiment bien plus. Voilà. Ouais, je comprends. Mais voilà, après, est-ce que ça vaut le coup d'appuyer la musique de Danny Elfman qui reprend le thème de Terminator et qui essaie d'inventer d'autres thèmes? Ça marche pas vraiment. Même s'il arrive un petit peu à réinventer le thème de Terminator dans le générique d'intro, ça reste trop facile, trop anecdotique et pas assez fin en fait. Et c'est surprenant de la part de Danny Elfman parce que c'est quand même un compositeur qui a fait le thème de Batman, qui a fait tous les Tim Burton et qui représente quasiment la moitié de la filmo de Tim Burton.
Et là, voilà, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas, voilà. Mais voilà. Bon, si on devait résumer Terminator Renaissance, toi tu dirais quoi? C'est pas un mauvais film, mais il faut retirer le cerveau et le regarder voilà, sans trop de critiques. Quoi. Ouais, un cran au-dessus du 3, mais très loin très loin, du voilà, 1 et du 2. très loin du 1 et du 2 au niveau du message, au niveau de l'ambiance. Ouais. Et donc il va y avoir le 5 qui va sortir, qui sur le papier est tout de même assez surprenant, puisqu'il décide donc de continuer dans la suite de Terminator Renaissance, dans le futur, mais donc de prendre l'instant où Kyle Reese va être envoyé dans le Voilà. présent de 84. T'en attends quoi toi de Terminator Genesis, très clairement? J'ai beaucoup d'espoir dans ce film. J'ai beaucoup d'espoir dans ce film et j'ai beaucoup d'espoir dans une actrice particulièrement que j'affectionne énormément, qui est Emilia Clarke. Oui, c'est vrai que l'idée de filer le rôle de Sarah Connor à Emilia Clarke, je pense Voilà. c'est une idée de génie. C'est Voilà. vraiment l'idée de génie, ouais, quand on mais j'en attends beaucoup. Le retour de Schwarzy, j'espère que ça va pas être juste du fanservice qui me fait un petit peu peur. J'en attends beaucoup du fait de la déception du 3 et 4 et de l'énorme affection que j'ai pour le 2 et quand même pour le 1, il faut le dire. Voilà. Donc en espérant ne pas être trop déçu, il me fait quand même peur. Ouais. Ah oui, non mais t'as vu, c'est un peu l'idée qui se dégage, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce Voilà. Terminator Genesis. C'est même Avec ce plus qui s'est passé avec le 3 et 4, on a forcément un petit peu peur de ce qui va se passer. Ouais, et puis c'est même plus une crainte, c'est carrément une peur de Voilà. se dire putain, qu'est-ce que ça va devenir? Et puis ce qui fait peur, enfin moi en tout cas ce qui me fait énormément peur, c'est ce scénario. Cette idée de se dire ok, ça va se passer entre la jonction entre le 4 et le 1, on va dire, mais pas vraiment parce que le présent de 84 va à nouveau changer. Et en plus, il y a un Terminator qui est dans le même type que celui du 2. Enfin, moi, ça m'a l'air d'être très clairement, et c'est ça qui me fait beaucoup peur, du fan-service en puissance Voilà. et condensé dans un long métrage. C'est ça. Putain, il y a un T-1000, putain, il y a un T-800, il y a un T-800 qui rencontre un autre T-800, il y a Kyle Reese, il y a Sarah Connor, il y a John Connor qui se pointe en plus à l'époque de 84. Ça me fout les jetons. Ça va être... ouais. Ça me fait vraiment peur, je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont branlé? Qu'est-ce que c'est que ce mindfuck de scénariste en mode, je me dis s'il n'y a pas un Nolan derrière ou un putain de génie genre John Logan qui se colle à l'écriture, qu'est-ce que ça va être ce scénario? Ça fait vraiment peur. Quoi. Enfin voilà, on se retrouvera pour en parler, voilà. Mon cher Hugo, évidemment tu seras là pour parler de Terminator Genesis. Bon voilà, petite conclusion, allez, comment tu résumerais cette saga dans son ambition et dans l'impact qu'elle a sur la pop culture aujourd'hui? Un énorme impact de la part du 1 et du 2, par la musique, par l'ambiance, par les décors, par les acteurs, par l'histoire en général, clairement. Voilà, c'est un ensemble. Terminator 1 et 2, on pourrait les regarder à la suite, ça passerait pareil. Puis, c'est la descente aux enfers avec le 3, avec l'échec du 3, et on commence à avoir un petit espoir, même s'il reste un film, dans le 4. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je n'ai rien à rajouter. Avec une énorme attente qui fait très peur pour le 5. Voilà, c'est ça. C'est vrai que l'attente pour le 5 est assez grande et nous verrons ça très rapidement. D'ici là, évidemment, allez voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, c'est toujours bien. Et on se retrouvera avec Hugo d'ici peu pour parler de Terminator Genesis. C'est cela. A plus. Ciao.